Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 février 2022. Alors aujourd'hui, je vous parle d'André Ardelais. Et pour faire suite aux commentaires qu'on m'a adressés sur ma chaîne YouTube hier, la différence entre bibliophilie spéculative, où on achète simplement des livres dans l'espérance de faire un gain. Il y a la bibliophilie amoureuse, celle qui consiste à se porter acquéreur d'ouvrages rares pour la qualité du texte et parfois aussi de la qualité physique du livre. Alors André Ardelais, il est né le 13 février 1911. Ses parents dirigent une fabrique de bijoux. On gardera ça présent à l'esprit, car Ardelais est une sorte d'orfèvre des phrases aussi. On l'imagine gamin observant ses parents, qui étaient à la fois artisans et aussi dirigeant une petite entreprise. On imagine le jeune Ardelais écoutant les conversations des parents, commentant, jugeant la qualité, la valeur des pierres, des métaux précieux, jugeant l'esthétisme d'un bijou. On imagine également se penchant sur ces bijoux, sur ces pierres précieuses, flamboyantes. On l'imagine bâtissant déjà une sorte d'univers prismatique. À 18 ans, bac en philo, prix d'excellence en lettres. Il découvre, toujours à 18 ans, il découvre Marcel Proust, qu'il dit dévorer comme un roman policier. Oui, c'est c'est une comparaison qui n'est pas fausse, car Proust, oui, qui a peint des ducs, des duchesses, des marquises et des marquis, qui a peint en fait un monde disparaissant, où les intrigues amoureuses, psychologiques, d'une redoutable finesse, n'ont finalement rien à envier à un roman policier mené tambour battant. J'aurais envie de dire, les pensées secrètes des protagonistes de la recherche sont presque criminelles. Il commence et abandonne des études en médecine, mais entre dans l'entreprise paternelle qu'il ne quittera qu'en 1970. En 1939, il est mobilisé, il écrit « Il paraît que nous avons perdu la guerre parce que nous lisions trop Proust. Ma culpabilité dans la défaite de l'armée française ne saurait faire de doute. » Après la guerre, il fait la bringue dans un pays insolite. Le désir d'écrire commence à se faire sentir. Le désir de création commence à se faire sentir. Propose ses poèmes à Marc Orlan, qui l'encourage à publier. Marc Orlan le soutiendra d'ailleurs tout au long de son œuvre. Il rencontre également ce personnage excentrique qui est René Fallet. À partir de 1950, il commence à publier La bouteille à la mer, La cité mongole. En 1956, Seuil du jardin, à mon sens, son plus beau roman, l'un de ses plus beaux livres, Breton lui écrit une lettre d'admiration. Breton qui ne manquait pas de générosité. Le fameux pape du surréalisme qui était prompt à jeter l'opprobre, qui était prompt à l'excommunication. N'est-ce pas ça le travail d'un pape intransigeant? Était également un homme à qui beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes, beaucoup de peintres doivent leur renommée et leur carrière. Breton n'hésitait jamais à être un intercesseur efficace auprès de galeristes, auprès d'éditeurs, pour des auteurs ou des artistes dont il appréciait le travail. Ce qu'on oublie souvent quand on fait ce mauvais procès, André Breton.
Alors les deux hommes, Breton et Ardelais, poursuivront donc une correspondance assidue. En 1965, et là c'est une rencontre déterminante, ils rencontrent le sulfureux Jean-Jacques Prouvaire, l'éditeur du Marquis de Sade, des œuvres complètes du Marquis de Sade, qui lui vaudront un retentissant procès. Mais Pauvert a été à quelques reprises poursuivi dans sa carrière. On se rappellera, pour les quelques-uns qui suivent mes activités youtubesques, j'ai lu la plaidoirie de Maurice Garçon, qui a été le procureur dans la fameuse affaire Sade. Alors, les deux hommes, Ardelais et Pauvert, avaient tout pour s'entendre. Des esprits curieux, des amoureux de Paris, des auteurs, parce que Pauvert aussi est un auteur qu'on finira bien par découvrir. Je vous invite d'ailleurs à lire ses mémoires qui sont absolument... Peut-être ai-je fait déjà une vidéo là-dessus, je ne sais trop. Mais cette rencontre de Pauvert et d'Ardelais eh bien, donnera un livre qui s'appelle Lourdes Lente. Alors, je vais vous lire la première page de Lourdes Lente dans quelques minutes. Et en 69, donc, est publié également, Lourdes Lente, et sous le personnage principal, sous pseudonyme de Steve Masson, qui est le personnage principal du Seuil du Jardin. Mais voilà, le 29 mai et le 9 octobre 1973, il comparaît devant la cour correctionnelle pour outrage aux bonnes mœurs. Il est traîné devant les tribunaux à cause de lourdes landes, justement, de son ami Pauvert. Et on y retrouvera à la barre des témoins le prince Murat et Julien Gracq, qui admiraient Ardelais. Et il meurt le 24 juillet 1974. Alors, qu'est-ce que Lourdes Lente? Lourdes, lente. Alors, tout de suite, il y a une polysémie avec la fameuse ville de Lourdes. Cette ville où la Vierge est apparue, serait apparue, on veut bien le croire, nous qui sommes si friands de miracles et de choses inattendues, en 1858. Alors l'histoire c'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui est initié au plaisir de l'amour physique par une aînée de 11 ans. Alors la jeune femme, elle a 23 ans et lui, il en a 12. Alors on peut tout de suite imaginer qu'à l'époque, ça lui a valu de comparaître devant les tribunaux. Alors, pour les jeunes hommes que nous avons été, quand cette entrée tumultueuse dans l'adolescence que nous avons été nombreux à connaître, cette frénésie inimaginable, à la fois presque animale et surnaturelle, eh bien, combien d'entre nous, à 12 ans, n'aurions pas tout donné pour pouvoir être initiés aux arcanes mystérieuses de la chair par une instigatrice, une initiatrice de 11 ans plus âgée que nous. Alors, c'est ce qu'il décrit dans Lourdes Lente dans les premières pages, mais que je ne vous lirai pas. Et cette instigatrice, elle s'appelait Germaine. Et Germaine, elle était sculpturale, comparable aux masses amoureuses de Mayol. Alors, après Germaine, notre narrateur en quête de nouvelles aventures érotico-amoureuses se retrouve à Amsterdam, se retrouve à Londres. Et à Londres, il retrouve dans un jardin
insolite inspirée de Locus Solus de Raymond Roussel, une machine sexuelle. Et il y découvre une nouvelle et étonnante manière de jouir. Malgré les critiques acerbes et malgré les poursuites dont l'ouvrage a été l'objet, la langue, elle est riche, elle est précise, elle est poétique, et malgré l'usage de mots directs, de mots... Ardelais parle de mots sales, mais je ne qualifierais pas certaines parties anatomiques du corps de l'homme ou de la femme comme étant sales. Je pense qu'en cette matière, ce sont les pensées qui sont sales. Les arrière-pensées, en particulièrement, de concupiscence mal assumées ou pire encore, les arrière-pensées morales. Là. Alors, ce livre est en quelque sorte un hymne à la femme, et Ardelais nous dit « Qu'exigeons-nous du ventre d'une femme, sinon le plus somptueux dérivatif à notre misère d'être au monde. » Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Le matin. J'avais mes nuits, je les ai toujours, mais sans comparaison. Presque chaque soir vers 9 heures, je prends un bouquin et m'allonge sur mon lit. Souvent, j'abandonne vite ma lecture. Commence alors l'étendue d'immobilité et de silence apparent où je découvre ma totale liberté. Nul guetteur sur les points culminants de la ville noire et bleue ne se soucie du minuscule espace que j'occupe sous mon toit. Rien ne me désigne à sa méfiance. Ils n'ont pas encore de machine à détecter les rêves subversifs. Mais ça viendra. Faisons-leur, en ce domaine, le plus large crédit. Il me reste, je suppose, quelques bonnes années devant moi pour cet exercice de l'ombre et du secret. Je me raconte des histoires, dont une quantité infirme seulement verra le jour sur du papier. Écrire est un travail harassant. Choisir, combiner les mots pour qu'ils ne s'éventent, ne pourrissent pas trop vite à la lecture. Tâche tellement disproportionnée à nos forces que l'on se demande comment des hommes lucides ont osé l'entreprendre. Sans doute, je parle à mon nom, finissent-ils par se convaincre qu'il aide ainsi à produire une réalité qui leur dispensera un peu de sa force en retour. Ma pensée file, et ce fil ignore toute contrainte, vire, plonge, se retourne avec l'exquise souplesse d'une loure jouant dans l'eau. Nous avons tous du génie dans la position horizontale et les yeux clos. Quelle foulée d'une inimitable aisance sur la cendrée du sommeil. À moi le survol des fougères d'enfance et des chemins de la terre buissonnière, dont le terme ne peut être que le cul merveilleusement énorme, consentant, d'une moissonneuse qui a sombré en bordure du bois. Ses cuisses bien écartées, la figue au soleil, mûre, juteuse, en sueur, fondue et confondue dans le rue de Messidor, une moissonneuse de courbets, courbe, renflée, seule, bonne comme le bon pain, tiède, profonde et qui ne dirait
jamais non. C'est elle que nous poursuivions au bout des jeudis, par-delà le mystère de la forêt, tombée palpable et noire vers midi, quand les champs aperçus entre des branches ne montrent plus que des charrues dételées, des tracteurs à l'arrêt, des bandes de pis. Nous savions bien ce que nous faisions, hypocrites, batteurs de buissons, chercheurs de sources. Quelle autre fontaine jamais qu'au plus secret du blond, du delta paradisiaque? Nous revenions le soir, barbouillés de murs, hirsutes, les jambes griffées par les ronces, bredouilles. Les granges craquaient sous le poids du foin et nos petites couilles étaient prêtes à éclater. Des fois, ça venait tout seul, en se roulant par terre, dans l'herbe. Il fallait attendre que ça sèche. Josiane, Joël, Denise, si seulement vous en aviez profité. J'atteins cet âge, ce plateau du détachement, où mes jours vécus et imaginaires s'accordent si étroitement que je m'avoue incapable de les distinguer. À quoi bon du reste? Quelqu'un n'a-t-il pas prétendu que la perception était une hallucination vraie? N'importe quoi est vrai. S'affirme vrai qu'un certain doigt du hasard le désigne. Quand, après votre dernière farce nucléaire, braves gens, il ne restera plus face à face que deux gus, un fou et un saint d'esprit, qui les départagera? Alors, c'est tiré du tome 3 des œuvres d'André Ardelais, qui sont en fait en 3 tomes, et c'est publié chez l'Arpenteur, mais je ne vous quitterai pas tout de suite. Un dernier petit passage, tiré cette fois-ci du tome 1 des œuvres, dans lequel on retrouve une lettre d'André Breton. Académie des sciences immorales et poétiques. Cette académie a pour but de combattre la dangereuse vague de moralité qui s'étend actuellement sur les peuples civilisés et à rendre à la poésie les honneurs qu'elle mérite. Le poète qui d'abord se veut libre échappe difficilement à l'immoralité, sauf que lorsque ses facultés se trouvent amoindries par l'âge. De Ronsard à Guillaume Apollinaire, en passant par Verlaine et Rimbaud, de Villon à quelques-uns de nos plus notables contemporains, la liste est longue de ceux qui ont noué une complicité plus ou moins secrète avec ce que la morale réprouve. Ne feront partie de cette académie que ceux qui auront œuvré avec modération ou éclat dans ces domaines. Voleurs de carbure et voleurs de feu, ivrognes, insulteurs des pouvoirs publics, rêveurs de boue, noctambules, trousseurs de lycéennes, chatouilleurs de sonnets, abrutis par le vice, prophètes, escrocs, mateurs du petit cinoche clandé, fervents de la douce, obsédés, chasseurs de fraises sauvages, harangueurs de nuées, canaques, voyous danoises, cireurs d'étoiles, Ulysse de banlieue, brouteurs de toisons d'or, satires en activité ou honoraire, et nous en passons. J'espère que vous vous êtes reconnus là-dedans. Les membres fondateurs de l'Académie se réservent le droit d'accepter ou de rejeter par vote toute candidature, et ce sans avoir à justifier leurs raisons.
Un casier judiciaire bien chargé est un élément favorable au candidat, mais non une condition indispensable. L'Académie se réunira tous les mois en un banquet où régnera la plus grande liberté de propos et de mœurs, cela va sans dire. Des dames et demoiselles d'aspect agréable seront conviées à ces agapes au titre d'académiciennes provisoires. Naturellement, elles le feront en connaissance de cause et renonceront ipso facto à tout recours auprès des tribunaux si d'aventure le langage et les manières des académiciens leur paraissaient un peu directs. Chaque année, l'Académie des sciences immorales et poétiques décernera un prix. D'autres statuts sont en cours de rédaction. Texte adressé le 17 avril 1965 à Alphonse Boudard. Alors, voilà, j'espère que je vous aurai donné un peu le goût d'aller voir du côté d'André Ardelais. Avant de commencer cette vidéo, il y avait cette phrase, je ne vais pas élaborer trop, mais il y avait ce dernier livre que je n'ai pas eu encore l'occasion de parcourir. C'est le plus récent ouvrage d'Alain Finkielkraut qui dit que nous sommes entrés dans un monde post-littéraire. Soit, nous sommes entrés dans un monde post-littéraire, mais la question qui me turlupine, c'est qu'une fois que nous avons admis que nous sommes bel et bien entrés dans un monde post-littéraire, comment vivons-nous dans un monde post-littéraire? Quelles sont les options? Quelle est la manière d'exister dans un monde post? Est-ce que nous qui sommes peut-être, qui sait, les derniers littéraires, nous devons nous accabler de vivre dans un monde qui, semble-t-il, tend à disparaître un peu plus à chaque jour qui passe sous nos yeux? Comment vivons-nous cette disparition? Est-ce que nous nous en réjouissons? Un dernier point aussi, une dernière réflexion qui m'est venue ces derniers temps, c'est concernant l'écriture inclusive et la disparition de mots, l'utilisation de mots valises, et que beaucoup de commentateurs politiques rendent responsable le mouvement des éveillés, le mouvement woke. Mais moi, j'y vois autre chose. Car j'ai l'impression que ce sont toutes les langues humaines qui sont entrées en déshérence. Que ce sont les langues humaines, toutes sans exception, que la langue des robots, la langue du chiffre, la langue binaire, la langue cybernétique, eh bien, érode et met à mal la langue humaine. Cette langue humaine imprécise, fragile, impropre, inapte, malheureuse, maladroite, giboyeuse, sanglante, purulente, nauséabonde, triste, arrogante, bavardeuse, idiote, sublime, lumineuse, ténébreuse. Cette langue humaine ne peut tenir le coup face aux assauts répétés des algos. Cette langue humaine qui se dissout sous
la loi des nombres. Cette langue humaine qui, bientôt, peut-être, n'aura plus rien d'humain dans le laboratoire qui se met en place. Et que les signes les plus visibles de certaines avancées que l'on fait au nom de l'égalité sociale, au nom de l'égalité des genres, au nom d'une sorte de égalité des genres m'apparaît juste. Qu'au fond, ces combats d'avant-garde ne seraient que le reflet d'une bataille autrement plus sanglante qui se joue à l'arrière. Ne le sentez-vous pas? Oui, nous sommes entrés dans un monde post-littéraire, pas juste parce que le divertissement a pris toute la place, pas juste parce que nous passons notre temps à nous abêtir devant des écrans. Non, il y a une langue qui organise et structure le monde. Et cette langue-là, ce n'est pas une langue de lettres. C'est une langue de chiffres. Et que, à s'arrêter sur les ravages du politiquement correct qui sévit dans la langue humaine, on ne voit pas ce qui est en train de se jouer, une dévastation autrement plus grande de la langue par la cybernétique. Simple remarque. Alors, c'est tout pour ce soir. Alors, vais-je reprendre vie? Est-ce que je vais... ça me manque le soir, la journée terminée, des journées très, très occupées à la librairie. Alors, je me réserve un peu de temps pour lire, pour grappiller des moments de lecture. Je griffonne quelques notes. Dans ce cas-ci, il a bien fallu que je fasse une toute petite recherche afin de pouvoir vous situer l'homme Ardelais et son travail. Mais je prends plaisir à me retrouver dans la boutique, dans la librairie, le soir venu. Je reprends plaisir. Hier, j'ai eu un petit moment de fébrilité avant d'ouvrir ma webcam. Ah, ça y est, je vais faire quelque chose. Wow. Je vais dire quelque chose, disons. Mais des fois, dire, c'est faire, n'est-ce pas? Alors, c'est tout. Alors, je ne sais pas de quoi je vais vous entretenir demain. Je ne sais pas. Mais Ardelais en bibliophilie pour répondre donc aux commentaires qu'on m'a adressés hier sur la différence entre la bibliophilie spéculative et ce que j'appelle spontanément la bibliophilie amoureuse. C'est que les ouvrages d'Ardelais n'atteignent pas en ce moment des prix stratosphériques parce qu'ils ne sont pas spéculatifs. Ils ne sont pas l'objet d'une quête spéculative. Mais on peut se constituer, puisque nous sommes dans un monde post-littéraire, on peut trouver des livres partout. Hein. C'est frappant. En fait, les livres sont partout. Et les livres, ça, j'y reviendrai demain, comment le métier de libraire, avec cette guerre culturelle, en fait, hein, qui est une guerre culturelle à petite échelle pour ne pas voir la guerre universelle du chiffre contre la lettre, eh bien, cette guerre-là culturelle, le libraire est en première ligne pour y faire face. Alors, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi et à demain.